Miss Marple arrive, pas avec des muscles verts et une rage destructrice, mais avec quelque chose de bien plus redoutable. Un esprit acéré comme une lame de rasoir et une connaissance encyclopédique de la nature humaine. Cette vieille dame anglaise, avec ses cheveux blancs et son tricot innocent, cache la force d'observation d'un détective surhumain. Attention! Quand Miss Marple entre dans une maison de vacances enneigée, les secrets tremblent, les mensonges s'effondrent, et la vérité éclate comme un coup de tonnerre. Dans ce manoir isolé des Alpes françaises, décoré pour Noël avec des guirlandes scintillantes et des lumières féeriques, un groupe d'étrangers se réunit pour célébrer les fêtes. Erreur fatale, car parmi les chants de Noël et le champagne, un crime se prépare dans l'ombre. Miss Marple, invitée apparemment inoffensive, observe tout avec ses yeux perçants. Elle note chaque regard fuyant, chaque parole maladroite, chaque geste nerveux. Bang! Un meurtre secoue la paix de ce réveillon. La neige bloque toutes les routes, transformant le chalet confortable en prison glacée. Personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. L'assassin est parmi eux, souriant peut-être, trinquant à la nouvelle année. Mais Miss Marple ne tremble pas. Elle détruit les alibis fragiles avec la puissance d'un ouragan. Elle pulvérise les mensonges comme du verre. Préparez-vous pour un mystère explosif où chaque chapitre révèle de nouveaux secrets, où chaque indice mène à des révélations stupéfiantes. Miss Marple ne se repose jamais, ne faiblit jamais. Elle traque la vérité avec une détermination inébranlable. Les coupables peuvent courir, peuvent se cacher, peuvent mentir, mais face à Miss Marple, ils sont condamnés. Le taxi gravissait péniblement la route enneigée menant au chalet des sapins, perché à flanc de montagne dans les Alpes françaises. Miss Jane Marple, emmitouflée dans son manteau de laine grise, observait le paysage hivernal avec un mélange d'admiration et de prudence calculée. Son neveu Raymond l'avait convaincue d'accepter cette invitation pour Noël, insistant qu'elle méritait des vacances loin de St. Mary Mead. Elle avait accepté, non sans une certaine réticence, car son instinct lui murmurait que même dans les endroits les plus idylliques, la nature humaine révélait ses secrets les plus sombres. Le chalet apparut enfin au détour d'un virage, magnifique construction de bois et de pierre, illuminée de 1000 lumières de Noël. Des guirlandes scintillantes ornaient la façade, et un immense sapin décoré trônait derrière la grande baie vitrée du salon. La fumée s'échappait joyeusement de la cheminée, promettant chaleur et confort. Miss Marple paya le chauffeur et s'avança vers l'entrée, sa petite valise à la main, remarquant déjà les traces de pas multiples dans la neige fraîche. La porte s'ouvrit avant même qu'elle ne sonne, révélant une femme d'une quarantaine d'années, élégamment vêtue d'un pull en cachemire rouge. Madame Dubois, la propriétaire du chalet, accueillit Miss Marple avec un sourire chaleureux, mais légèrement crispé. Ses yeux brillaient d'une nervosité mal dissimulée, et ses mains tripotaient nerveusement le collier de perles qui ornait son cou. Miss Marple nota ces détails, avec l'attention minutieuse qui caractérisait toutes ses observations. « Bienvenue, Miss Marple. Nous sommes enchantés de vous recevoir pour ces fêtes, » dit Madame Dubois, d'une voix légèrement trop aiguë. Elle fit entrer la vieille dame dans un hall spacieux décoré avec goût, où un feu crépitait dans une cheminée en pierre. L'odeur du pain d'épices et du vin chaud embaumait l'atmosphère. Miss Marple remarqua immédiatement les autres invités rassemblés dans le salon adjacent, leur conversation s'interrompant brièvement à son arrivée. Le premier à s'avancer fut M. Philippe Laurent, un homme d'affaires parisien au visage rougeau et à la voix tonitruante. Il serra vigoureusement la main de Miss Marple, se présentant comme un vieil ami de la famille Dubois. À ses côtés se tenait sa femme, Isabelle, une femme mince et élégante aux traits tirés, qui offrit un sourire poli mais distant. Miss Marple perçut immédiatement la tension qui existait entre eux, ces petits signes qu'elle avait appris à reconnaître au fil de décennies d'observation. Une jeune femme d'environ 25 ans émergea de la cuisine, portant un plateau de canapé. Sophie, la nièce de Madame Dubois, était une jolie brune, aux yeux vifs et au sourire franc.
Elle salua Miss Marple avec une spontanéité rafraîchissante, lui proposant immédiatement une tasse de thé. Derrière elle apparut un jeune homme, grand et mince, présenté comme Julien Mercier, un artiste peintre qui louait un studio dans le village voisin. Son regard intense et ses mains tachées de peinture trahissaient sa profession. Dans un coin du salon, un homme plus âgé lisait un journal près de la fenêtre. Le docteur Henri Beaumont leva à peine les yeux à l'arrivée de Miss Marple, se contentant d'un signe de tête distant. Ancien médecin à la retraite, il dégageait une aura de mélancolie et de secret gardé. Miss Marple nota la façon dont il observait les autres invités par-dessus son journal, comme s'il étudiait des spécimens, plutôt que des compagnons de vacances. Enfin, une dernière personne se présenta, Mademoiselle Claire Fontaine, une femme d'une 50aine d'années, professeure de littérature à Lyon. Son regard intelligent et son maintien digne rappelèrent à Miss Marple certaines de ses connaissances de St. Mary Mead. Claire expliqua qu'elle était une amie d'enfance de Madame Dubois et qu'elle se retrouvait chaque année pour Noël. Miss Marple sourit poliment, mais son esprit enregistrait déjà chaque détail, chaque expression, chaque non-dit. Alors que Madame Dubois conduisait Miss Marple vers sa chambre à l'étage, la vieille dame jeta un dernier regard sur le groupe rassemblé. Quelque chose clochait dans cette assemblée apparemment joyeuse, une tension sous-jacente, invisible pour un observateur ordinaire, flottait dans l'air comme une menace voilée. Miss Marple soupira doucement, reconnaissant ce sentiment familier. Ses vacances de Noël promettaient d'être tout sauf reposantes. Le soir du réveillon de Noël arriva dans une ambiance de fête forcée. La grande table de la salle à manger avait été dressée avec soin, couverte d'une nappe blanche immaculée, de vaisselle fine et de bougeoirs argentés. Des branches de houx et de gui décoraient le centre de la table, et l'arôme d'une dinde rôtie emplissait la maison. Miss Marple, vêtue de sa meilleure robe de soirée en velours bleu marine, descendit pour le dîner et trouva les autres invités déjà rassemblés dans le salon. Philippe Laurent monopolisait la conversation, racontant avec force détails une transaction commerciale particulièrement lucrative qu'il venait de conclure. Son épouse Isabelle sirotait son champagne en silence, les yeux perdus dans le vide, ignorant délibérément les fanfaronnades de son mari. Miss Marple s'installa discrètement dans un fauteuil près de la cheminée, son tricot à la main, observant le ballet social qui se déroulait devant elle. Sophie et Julien se tenaient près de l'arbre de Noël, leurs têtes rapprochées dans une conversation intime. La jeune femme riait doucement aux remarques du peintre, ses joues rosies par l'émotion, ou peut-être le champagne. Miss Marple nota le regard désapprobateur que Madame Dubois lançait vers sa nièce, suivi d'un échange de regards significatifs avec Claire Fontaine. Un triangle de tension familiale, se dit Miss Marple, comme il en existait dans chaque famille. Le docteur Beaumont restait à l'écart, près de la fenêtre, observant la neige qui recommençait à tomber dehors. Il avait refusé le champagne, préférant un verre d'eau, et son visage portait l'expression d'un homme hanté par des souvenirs douloureux. Lorsque Madame Dubois l'invita à se joindre au groupe, il sursauta légèrement, comme tiré d'une rêverie troublante. Miss Marple remarqua la façon dont ses mains tremblaient imperceptiblement. Le dîner fut servi dans une atmosphère de gaieté superficielle. Les conversations s'entrecroisaient, ponctuées de rires un peu trop bruyants et de silences un peu trop longs. Philippe Laurent monopolisait toujours l'attention, racontant maintenant des anecdotes sur ses voyages d'affaires. Isabelle regardait fixement son assiette, poussant la nourriture sans vraiment manger. Miss Marple observait ce spectacle avec l'attention d'un naturaliste étudiant un écosystème complexe. Au moment du dessert, une magnifique bûche de Noël glacée, Sophie se leva soudainement, son visage pâle. « Excusez-moi » murmura-t-elle, avant de quitter précipitamment la table. Madame Dubois fronça les sourcils et fit mine de se lever, mais Claire Fontaine posa une main apaisante sur son bras. « Laisse-la, Marguerite.
dit-elle doucement. Elle a besoin d'air. Julien, visiblement inquiet, demanda la permission de s'absenter pour vérifier que tout allait bien. Après le départ des deux jeunes gens, la tension autour de la table devint presque palpable. Philippe Laurent, peu sensible aux subtilités émotionnelles, continua son monologue, mais les autres semblaient perdus dans leurs pensées. Le docteur Beaumont fixait son assiette avec une intensité troublante, comme s'il y cherchait des réponses à des questions non posées. Miss Marple tricotait tranquillement, ses aiguilles cliquetant dans le silence qui s'installait progressivement. Soudain, un cri perçant déchira la nuit. Tous les convives se figèrent, les visages blêmissants instantanément. Le cri venait de l'étage supérieur, une exclamation de terreur pure qui glaça le sang de chacun. Philippe fut le premier à se lever, renversant presque sa chaise dans sa hâte. Les autres suivirent, se précipitant vers l'escalier dans un désordre confus. Miss Marple monta les marches plus lentement, son instinct lui dictant de rester calme et observatrice. En haut de l'escalier, elle trouva le groupe rassemblé devant une porte ouverte, celle de la chambre de Madame Dubois. Sophie était effondrée dans les bras de Julien, sanglotant de façon hystérique. À l'intérieur de la chambre, visible depuis le seuil, gisait le corps immobile de Madame Dubois, étendu sur le tapis perçant, une tache sombre s'étendant sous sa tête. Le réveillon de Noël venait de prendre un tournant tragique, et Miss Marple, malgré son âge et sa tranquillité apparente, savait que son travail de détective venait de commencer. Le docteur Beaumont fut le premier à reprendre ses esprits professionnels. Il s'agenouilla auprès du corps de Madame Dubois, cherchant un pouls avec des gestes précis, malgré le tremblement de ses mains. Après quelques secondes qui parurent une éternité, il secoua la tête gravement. « Elle est morte », annonça-t-il d'une voix blanche. Le décès remonte à environ 15 à 20 minutes. Je dirais, un silence de mort s'abattit sur le groupe, interrompu seulement par les sanglots étouffés de Sophie. Miss Marple s'avança doucement, son regard balayant méthodiquement la scène. La chambre était en ordre, aucun signe de lutte apparente. Madame Dubois portait toujours sa belle robe de soirée en soie verte. Ses bijoux scintillaient encore, à son cou et à ses doigts. La blessure à l'arrière de sa tête suggérait un coup violent, probablement porté avec un objet lourd. Miss Marple nota un chandelier en bronze renversé près du corps, sa base tachée de sang. « Personne ne doit toucher à quoi que ce soit », dit fermement Miss Marple, sa voix douce mais autoritaire coupant à travers le choc ambiant. « Il faut appeler la police immédiatement. » Philippe Laurent se précipita vers le téléphone dans le couloir, mais revint quelques instants plus tard, le visage encore plus pâle. « Les lignes sont coupées », annonça-t-il d'une voix tremblante. La tempête de neige a dû endommager les câbles. Julien sortit son téléphone portable, mais constata rapidement qu'il n'y avait aucun signal. « Nous sommes complètement isolés », dit-il, une note de panique perçant dans sa voix. « Avec cette neige, les routes doivent être impraticables. Personne ne pourra venir d'ici demain matin, au plus tôt. » La réalité de leur situation commença à s'installer. Ils étaient prisonniers dans ce chalet, avec un meurtrier parmi eux. Claire Fontaine, jusqu'alors silencieuse, prit Sophie par les épaules et l'éloigna doucement de la porte. « Venez, ma chère, » dit-elle avec douceur mais fermeté. « Vous ne devriez pas voir cela. » Elle guida la jeune femme vers le salon, suivie par Isabelle Laurent, qui semblait au bord de l'évanouissement. Miss Marple approuva mentalement cette décision. Il fallait séparer les témoins et les observer dans leur réaction naturelle. Philippe Laurent, retrouvant un semblant d'autorité masculine, suggéra de fermer la chambre à clé jusqu'à l'arrivée de la police. Le docteur Beaumont acquiesça, et après avoir recouvert respectueusement le corps d'une couverture trouvée dans l'armoire, ils sortirent tous de la pièce. Philippe ferma la porte et glissa la clé dans sa poche. « Je la garde en sécurité », déclara-t-il d'un ton qui ne souffrait aucune contestation. Miss Marple descendit lentement au salon, où Sophie, encore tremblante, était entourée par Claire et Isabelle. Julien se tenait près de la fenêtre,
regardant la neige tomber de plus en plus fort, comme s'il cherchait une issue impossible. Le docteur Beaumont se servit un cognac d'une main mal assurée, le liquide ambré tremblant dans le verre. Philippe arpentait la pièce nerveusement, ses pas lourds résonnant sur le parquet. « Nous devons rester calmes et rationnels, » dit Miss Marple de sa voix la plus apaisante. « La police arrivera dès que possible, mais en attendant, nous devons nous protéger mutuellement. » Elle marqua une pause, laissant ces mots faire leur effet. « Et nous devons essayer de comprendre ce qui s'est passé. » Les regards se tournèrent vers elle, mélange de peur, de suspicion, et chez certains, d'une lueur de culpabilité. « Que suggérez-vous » demanda Claire Fontaine, sa voix d'enseignante reprenant le dessus sur son émotion. Miss Marple s'installa dans son fauteuil habituel, sortant son tricot avec un calme délibéré. « Je suggère que nous établissions les faits, » répondit-elle. « Qui était où? Qui a vu quoi? Qui a entendu quoi? La vérité, comme toujours, se cache dans les détails. » Et tandis que la tempête faisait rage dehors, Miss Marple commença son enquête discrète, mais implacable. Miss Marple posa son tricot et regarda chacun des occupants du salon avec une expression bienveillante, mais pénétrante. « Commençons par établir une chronologie, » dit-elle doucement. « Sophie, ma chère, vous avez quitté la table en premier. Pourriez-vous nous dire ce que vous avez fait ensuite ?» La jeune femme leva des yeux rougis, essuyant ses larmes avec un mouchoir froissé. « Je me sentais mal, » commença Sophie d'une voix hésitante. « La chaleur, le champagne peut-être. Je suis sortie sur la terrasse pour prendre l'air. Il faisait froid, mais c'était agréable. » Elle regarda Julien, qui hocha la tête pour l'encourager. Je suis restée dehors environ 5 minutes, puis je suis rentrée par la porte de la cuisine. J'ai entendu des voix à l'étage, alors je suis montée. Julien prit la parole sans qu'on le lui demande. Je l'ai suivie quelques minutes après, inquiet pour elle. Je l'ai trouvée sur la terrasse, puis nous sommes rentrés ensemble. Il marqua une pause, son visage se crispant au souvenir. Nous montions l'escalier quand Sophie a remarqué que la porte de la chambre de Madame Dubois était entr'ouverte. Elle est entrée et c'est là qu'elle a crié. Miss Marple hocha la tête pensivement. « Et vous, docteur Beaumont? Vous avez également quitté la table assez tôt, si mes souvenirs sont bons. » Le médecin sursauta légèrement, comme tiré de ses pensées. « Moi? Oh oui, j'avais besoin de prendre mon médicament dans ma chambre. Je souffre d'hypertension. » Il vida son verre de cognac d'un trait. J'étais dans ma chambre, au bout du couloir, quand j'ai entendu le cri. « Votre chambre est loin de celle de Madame Dubois ?» demanda Miss Marple, innocemment. Le docteur hésita une fraction de seconde. 2 portes plus loin. Mais ma porte était fermée. Miss Marple nota cette précision non sollicitée avec intérêt. Les gens qui donnent trop de détails ont souvent quelque chose à cacher. Une leçon apprise au fil de nombreuses enquêtes. Philippe Laurent intervint brusquement. Moi, j'étais à table tout le temps, avec ma femme et ces dames. Il désigna Claire et Isabelle, n'est-ce pas? Les 2 femmes acquiescèrent, mais Miss Marple remarqua qu'Isabelle évitait soigneusement le regard de son mari. « En effet, » confirma Claire, « nous étions tous les 4 attendant le café. »« Pas exactement tous les 4 tout le temps, » corrigea doucement Miss Marple. « Madame Dubois s'est absentée, n'est-ce pas? Avant même le départ de Sophie. » Un silence inconfortable s'installa. Claire Fontaine fronça les sourcils, fouillant dans sa mémoire. « Vous avez raison, » admit-elle finalement. Marguerite est montée chercher quelque chose. Elle a dit qu'elle avait oublié un cadeau dans sa chambre. Isabelle Laurent parla pour la première fois depuis le début de la conversation. Sa voix était étrangement calme, presque détachée. Elle est restée absente, environ 10 minutes. Nous avons trouvé cela long, mais nous pensions qu'elle avait du mal à retrouver le cadeau. Elle regarda son mari avec une expression indéchiffrable. Philippe voulait monter voir, mais Claire l'a dissuadé. « Pourquoi l'avez-vous dissuadé ?» demanda Miss Marple à Claire. L'enseignante sembla embarrassée. « Je connaissais Marguerite depuis l'enfance.
Elle aimait faire les choses à son rythme, sans être pressée. Et puis, franchement, Philip peut être envahissant. Le regard noir que lui lança l'homme d'affaires confirma cette appréciation. Miss Marple se tourna vers le docteur Beaumont. « Docteur, vous étiez donc à l'étage au moment approximatif du décès. Avez-vous entendu ou vu quelque chose d'inhabituel avant le cri de Sophie ?» Le médecin passa une main tremblante sur son visage. « J'ai entendu des pas dans le couloir, mais je ne sais pas qui c'était. » Et puis, il s'interrompit, visiblement troublé. La nuit s'étirait interminablement dans le chalet. Personne n'avait envie de dormir, la peur et la suspicion maintenant chacun éveillés. Miss Marple suggéra qu'ils restent tous ensemble dans le salon pour des raisons de sécurité. Philip approuva avec empressement, peut-être soulagé de ne pas être seul avec ses propres pensées. Claire Fontaine prépara du thé pour tout le monde, un geste réconfortant dans cette nuit d'horreur. « Madame Fontaine, » commença Miss Marple, alors que l'enseignante lui tendait une tasse. « Vous avez dit connaître Madame Dubois depuis l'enfance. Parlez-moi d'elle. Parfois, comprendre une victime nous aide à comprendre pourquoi elle est devenue une cible. » Claire s'installa dans un fauteuil, son regard se perdant dans les flammes de la cheminée. « Marguerite était une femme compliquée, » dit Claire lentement. « Nous avons grandi ensemble à Lyon. Elle était brillante, ambitieuse, déterminée à réussir. Elle a épousé Georges Dubois, un homme d'affaires prospère, il y a 20 ans. » Sa voix se fit plus douce. Il semblait heureux au début, mais Georges est décédé subitement, il y a 3 ans. Crise cardiaque. Miss Marple nota la légère hésitation dans la voix de Claire. « Vous semblez douter de quelque chose ?» demanda-t-elle gentiment. Claire secoua la tête rapidement. « Non, non, c'est juste que Marguerite a beaucoup changé après sa mort. Elle est devenue méfiante, presque paranoïaque. Elle pensait que les gens ne s'intéressaient à elle que pour son argent. » Philippe Laurent ricana amèrement. Elle n'avait pas tort. Ce chalet, ses propriétés à Paris et à Nice, ses investissements, Marguerite valait une petite fortune. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il rougit légèrement. « Quoi, c'est la vérité. Je ne vois pas pourquoi nous devrions faire semblant. L'argent est toujours un mobile pour le meurtre. »« Qui hérite ?» demanda Miss Marple, allant droit au but. Sophie leva la tête, surprise par la question directe. « Je suppose que c'est moi, » dit-elle d'une petite voix. « Je suis sa seule famille proche. Mes parents, le frère de tante Marguerite et sa femme, sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 10 ans. Tante Marguerite m'a élevé. » Julien passa un bras protecteur autour des épaules de Sophie. « Ce qui ne signifie rien, » dit-il fermement. Sophie adorait sa tante. Elle ne lui aurait jamais fait de mal. Miss Marple observa l'échange avec intérêt. « L'amour rend aveugle ?» pensa-t-elle, mais pas forcément innocent. Elle se tourna vers le docteur Beaumont, qui s'était assoupi dans son fauteuil, épuisé par les émotions de la soirée. « Docteur, » dit-elle doucement pour le réveiller, « connaissiez-vous Madame Dubois avant ce séjour ?» L'homme sursauta, ses yeux s'ouvrant brusquement. Il sembla désorienté pendant un moment, puis se redressa. « Oui, » admit-il après une longue pause. « Nous nous étions rencontrés il y a longtemps, très longtemps. » Son visage se ferma, indiquant clairement qu'il ne souhaitait pas en dire plus. Isabelle Laurent, qui était restée silencieuse jusqu'alors, parla soudain. « Mon mari avait des affaires avec Madame Dubois, des investissements, des transactions. Ils se disputaient souvent. » Philippe se tourna vers elle, furieux. « Isabelle, ce ne sont pas... » Mais sa femme l'interrompit calmement. « À quoi bon mentir maintenant, Philippe? La police découvrira tout, de toute façon. » « Quel genre de dispute ?» demanda Miss Marple. Philippe sembla se dégonfler comme un ballon. « Elle voulait retirer ses investissements de mon entreprise, » avoua-t-il à contre-cœur. « Cela aurait pu me ruiner. Nous devions en discuter pendant ce séjour. Elle m'avait promis de reconsidérer. » Il regarda autour de lui, défensif. « Mais je ne l'ai pas tuée. Je n'étais même pas à l'étage. » Miss Marple hocha la tête pensivement. Les motifs commençaient à se dessiner. L'argent, les secrets du passé,
les relations tendues. Chacun dans cette maison avait une raison de vouloir Madame Dubois morte. La question n'était pas qui avait un motif, mais qui avait eu l'opportunité et le courage de passer à l'acte. Elle regarda la neige tomber dehors, sachant que la réponse se cachait quelque part, dans les non-dits et les mensonges de cette nuit terrible. Au petit matin, alors que les premiers rayons du soleil tentaient de percer à travers les nuages gris, Miss Marple se retrouva seule dans le salon. Les autres s'étaient finalement assoupis dans divers fauteuils, épuisés par la nuit d'angoisse. Elle se leva discrètement et monta à l'étage, ses pas silencieux sur le tapis du couloir. Elle savait que fouiller la scène du crime avant l'arrivée de la police était irrégulier, mais son instinct lui disait que le temps pressait. La clé de la chambre de Madame Dubois était toujours dans la poche de Philippe, endormi dans le salon. Miss Marple examina la porte et remarqua quelque chose d'intéressant. La serrure portait des égratignures récentes, comme si quelqu'un avait tenté de la forcer ou de la crocheter. Elle sortit une épingle à cheveux et, avec une dextérité surprenante pour son âge, réussit à ouvrir la porte en quelques secondes. St. Mary Mead lui avait appris plus que la simple observation de la nature humaine. À l'intérieur, la chambre était exactement comme il l'avait laissée la veille. Miss Marple ferma doucement la porte derrière elle et commença son inspection méthodique. Elle évita soigneusement la zone autour du corps, respectant le travail futur des enquêteurs officiels, mais examina le reste de la pièce avec attention. Sur la coiffeuse, elle trouva un agenda ouvert à la date du jour. L'écriture de Madame Dubois était nette et précise. Miss Marple parcourut les notes des dernières semaines. Plusieurs entrées attirèrent son attention. PL, dernière chance, vérifier document, HB, parler à Sophie, JM. Les initiales correspondaient aux invités présents. Miss Marple photographia mentalement ses notes avant de continuer son exploration. Dans le tiroir de la table de nuit, elle découvrit une enveloppe cachetée adressée à un avocat de Paris. L'enveloppe était épaisse, suggérant qu'elle contenait des documents importants. Miss Marple hésita à l'ouvrir, mais décida finalement de la laisser intacte pour la police. Cependant, elle nota l'adresse et le nom de l'avocat, Maître Bernard Rousseau, un détail qui pourrait s'avérer crucial. Sous le lit, elle trouva quelque chose d'inattendu, un téléphone portable, caché là, intentionnellement. Ce n'était pas celui de Madame Dubois, qui se trouvait toujours sur la table de nuit. Miss Marple l'alluma avec précaution. L'appareil n'était pas protégé par un mot de passe. Elle parcourut rapidement les derniers messages et appels. Il y avait plusieurs échanges, avec un numéro non enregistré, des messages cryptiques mentionnant la vérité et la justice. Un bruit dans le couloir la fit sursauter. Miss Marple éteignit rapidement le téléphone et le remit sous le lit. Elle se redressa juste au moment où la porte s'ouvrait. Le docteur Beaumont se tenait sur le seuil, aussi surpris qu'elle. « Miss Marple, » dit-il d'une voix tendue, « que faites-vous ici ?» Elle lui sourit avec innocence. « La même chose que vous, je suppose, docteur. Cherchez des réponses. » Le médecin entra et ferma la porte derrière lui. Son visage était gris de fatigue et d'angoisse. « Je dois vous dire quelque chose. » commença-t-il, sa voix tremblante. « Quelque chose que je n'ai pas révélé hier soir. » Miss Marple hocha la tête, l'encourageant à continuer. « Marguerite Dubois et moi, nous avions une histoire, il y a 25 ans, avant son mariage avec Georges. » Miss Marple ne montra aucune surprise, ayant déjà soupçonné quelque chose de ce genre. « Et cette histoire a eu des conséquences ?» demanda-t-elle doucement. Le docteur s'assit lourdement sur le bord du lit, évitant de regarder le corps recouvert. Elle est tombée enceinte, mais elle a choisi d'épouser Georges pour son argent et sa position sociale. Elle m'a quitté et elle a perdu le bébé peu après le mariage. Du moins, c'est ce qu'elle m'a dit. Vous doutiez de cette version? Le docteur Beaumont se prit la tête entre les mains. Ces dernières années, j'ai commencé à me demander si elle avait vraiment perdu ce bébé, ou si elle l'avait fait adopter en secret. J'ai tenté de la contacter plusieurs fois, mais elle refusait de me voir. Puis il y a un mois,
Elle m'a invité ici. Elle a dit qu'elle avait quelque chose d'important à me révéler. Miss Marple réfléchit rapidement aux implications de cette révélation. Et vous pensez que cette révélation avait un rapport avec l'enfant? Le docteur hocha la tête misérablement. J'en suis certain. Mais maintenant, elle est morte, et je ne saurai jamais la vérité. Il leva vers Miss Marple des yeux remplis de larmes. Vous devez me croire, je ne l'ai pas tuée. Malgré tout, je l'aimais encore. De retour au salon, Miss Marple trouva les autres invités réveillés et agités. Sophie était en larmes, tenant une lettre à la main. « Regardez ce que j'ai trouvé sous ma porte. » sanglota-t-elle. « Quelqu'un essaye de me faire accuser. » La lettre, écrite en lettres capitales anonymes, contenait un message glaçant. L'héritière est la meurtrière. Cherchez le poison dans sa chambre. Miss Marple prit la lettre avec précaution, l'examinant à la lumière. Du papier ordinaire, disponible dans toute la maison. L'écriture en capitales empêche toute identification. Elle regarda Sophie avec compassion. « Avez-vous du poison dans votre chambre, ma chère ?» La jeune femme secoua vigoureusement la tête. « Non, je le jure. Quelqu'un essaie de me piéger. » Julien bondit sur ses pieds. « Allons vérifier immédiatement. Je ne laisserai personne accuser Sophie sans preuve. » Tout le groupe monta à l'étage, se pressant dans la chambre de Sophie. Claire Fontaine commença à fouiller systématiquement, regardant dans les tiroirs, l'armoire, sous le lit. Après 15 minutes de recherche infructueuse, elle secoua la tête. « Il n'y a rien ici. Attendez, » dit Philippe Laurent, pointant du doigt vers la salle de bain attenante. Sur l'étagère des médicaments, derrière plusieurs flacons de produits de beauté, se trouvait une petite bouteille brune, sans étiquette. Claire la prit avec précaution et la déboucha. Une odeur âcre et caractéristique s'en échappa. « De l'arsenic », murmura le docteur Beaumont, reconnaissant immédiatement la substance. Sophie devint livide. « Ce n'est pas à moi. Je ne l'ai jamais vu avant. Quelqu'un l'a mis là pour me faire accuser. » Julien la prit dans ses bras, la serrant contre lui d'un geste protecteur. Miss Marple observa la scène avec attention, notant les réactions de chacun. Isabelle Laurent semblait troublée, mais pas surprise. Philippe affichait un air de satisfaction mal dissimulé. Claire paraissait sincèrement choquée. « Il y a quelque chose qui ne va pas, » dit Miss Marple d'une voix ferme. « Le docteur Beaumont a établi que Madame Dubois est morte d'un coup à la tête, pas d'un empoisonnement. Pourquoi alors quelqu'un planterait-il du poison dans la chambre de Sophie ?» Un silence perplexe s'installa. Miss Marple continua. « À moins que le meurtre n'ait été improvisé et que le poison était le plan original. » Le docteur Beaumont pâlit soudainement. « Mon Dieu, » murmura-t-il, « vous pensez que Marguerite aurait pu être empoisonnée avant de recevoir le coup? Je n'ai pas fait d'autopsie complète. Je me suis contenté de constater le décès. » Miss Marple hocha la tête gravement. « C'est une possibilité que nous devons considérer. Si Madame Dubois avait été empoisonnée, elle aurait pu s'effondrer. Le coup à la tête pourrait avoir été donné pour masquer la véritable cause de la mort. » La tension dans le chalet était devenue insoutenable. Miss Marple rassembla tout le monde dans le salon, insistant pour qu'ils s'assoient tous. « Il est temps de mettre les cartes sur table, » annonça-t-elle d'une voix qui n'admettait aucune contradiction. « Chacun d'entre vous cache quelque chose, et ces secrets ont mené au meurtre de Madame Dubois. » Elle promena son regard sur chaque visage, lisant la peur, la culpabilité et le désespoir. « Commençons par vous, Monsieur Laurent, » dit-elle en se tournant vers l'homme d'affaires. Philippe se raidit, essayant de garder une contenance. « Vous avez dit que Madame Dubois menaçait de retirer ses investissements. Mais ce n'était pas toute la vérité, n'est-ce pas ?» Philippe rougit violemment. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. » Isabelle Laurent prit la parole, sa voix glaciale. « Laissez-moi vous le dire alors. Mon mari ne se contentait pas d'investir l'argent de Marguerite. Il le détournait, elle l'avait découvert, et menaçait de porter plainte pour fraude. » Elle regarda son mari avec un mélange de dégoût et de pitié. « Nous aurions tout perdu.
notre maison, notre réputation, notre avenir. Philippe aurait fini en prison. Philippe bondit sur ses pieds, furieux. « Isabelle! Comment oses-tu » Mais sa femme ne s'y a pas. « Je n'en peux plus des mensonges, Philippe. Plus maintenant. » Miss Marple hocha la tête avec satisfaction. « Merci, Madame Laurent. Maintenant, Mademoiselle Fontaine, parlons de votre secret. » Claire sembla surprise, puis résignée. « Qu'avez-vous découvert? Vous n'étiez pas simplement une amie d'enfance de Madame Dubois, n'est-ce pas? » dit doucement Miss Marple. « Vous étiez amoureuse de son mari, Georges. Et lui, vous le rendez bien. » Claire ferma les yeux, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. « Comment avez-vous su ?» Miss Marple sourit tristement. « Une photo dans votre chambre, Georges et vous, lors d'un voyage. » Le regard échangé trahissait plus qu'une simple amitié. « Georges et moi voulions être ensemble, » admit Claire, sa voix brisée. Mais il refusait de divorcer. Il disait que Marguerite le détruirait financièrement. Puis il est mort subitement. Crise cardiaque, a dit le médecin. Mais j'ai toujours eu des doutes. Marguerite était une femme calculatrice, si elle avait découvert notre liaison. Elle ne termina pas sa phrase. L'implication était claire. Miss Marple se tourna ensuite vers Sophie et Julien. « Vous deux, vous partagez aussi un secret, n'est-ce pas ?» Sophie rougit profondément. Julien passa un bras protecteur autour d'elle. « Sophie est enceinte, » dit-il fermement. « De 3 mois, nous allions nous marier, mais Marguerite était contre notre union. Elle trouvait que je n'étais pas assez bien pour sa nièce. Elle menaçait de déshériter Sophie si elle m'épousait, » continua Julien, l'amertume perçant dans sa voix. Sophie était désespérée. Elle aimait sa tante, mais elle m'aimait aussi. Et maintenant, avec le bébé, Sophie sanglota dans ses mains. Je ne voulais pas qu'elle meure. Je voulais juste qu'elle comprenne, qu'elle accepte notre amour. Le docteur Beaumont, qui était resté silencieux, se leva soudainement. « Et moi ?» dit-il d'une voix forte, presque défiante. « Quel est mon rôle dans cette tragédie, Miss Marple ?» La vieille dame le regarda avec compassion. « Vous avez déjà confessé votre secret, docteur. Mais il y a une chose que vous n'avez pas dite. Vous pensiez que Sophie était votre fille, n'est-ce pas ?» Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Sophie regarda le docteur avec des yeux écarquillés. « Quoi ?» Le médecin s'effondra dans son fauteuil. « C'est vrai, » murmura-t-il. « Quand Marguerite m'a invité ici, elle a mentionné Sophie. L'âge correspondait, les dates. Je me suis convaincu qu'elle était l'enfant que je croyais perdu. Je venais chercher ma fille. » Il leva des yeux torturés vers Sophie. « Mais je me trompais, n'est-ce pas? Elle n'est pas ma fille. » Miss Marple secoua doucement la tête. « Non, docteur, Sophie est bien la nièce de Madame Dubois, fille de son frère. Mais votre erreur a peut-être coûté la vie à Marguerite, car quelqu'un dans cette pièce a profité de toutes ces tensions, de tous ces secrets, pour commettre le meurtre parfait. Et je crois savoir qui. » Claire Fontaine intervint, sa voix d'enseignante reprenant le contrôle. « Mais qui aurait pu empoisonner Marguerite? Nous avons tous mangé la même chose au dîner. » Miss Marple réfléchit un moment. « Pas tout à fait. Madame Dubois buvait un vin particulier, n'est-ce pas? Un Bordeaux spécial qu'elle gardait pour elle seule. Je l'ai remarqué à table. » Sophie hocha lentement la tête. Oui, tante Marguerite était très particulière avec son vin. Elle avait apporté plusieurs bouteilles de sa cave personnelle. Elle ne les partageait jamais. Miss Marple se tourna vers le groupe. « Quelqu'un a-t-il vu Madame Dubois boire ce vin hier soir ?» Claire leva la main hésitante. « Oui, elle en a bu un verre avant le dîner, dans le salon, et un autre pendant le repas. Qui lui a servi ces verres ?» demanda Miss Marple. Un silence embarrassé s'installa. Finalement, Julien admit à contre-cœur. « C'est moi. Marguerite m'a demandé d'ouvrir la bouteille et de lui servir un verre quand je suis arrivé au salon. Elle préférait que ce soit quelqu'un de jeune qui le fasse. Elle disait que ses mains tremblaient trop. » Miss Marple nota cette information cruciale. Le jeune peintre venait de placer lui-même sous les projecteurs de la suspicion